Mengele est bien mort. Les experts sont quasiment sûrs que le cadavre de Sao Paulo est bien le sien. Attentat à Bruxelles, pas de victimes, mais ses auteurs revendiquent également la bombe qui a tué 3 personnes à Francfort. Les Verts ouest-allemands sont en difficulté, le mouvement se divise et il a perdu des voix. Le Monopoly a 50 ans cette année et reste un des jeux les plus vendus dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Joseph Mengele, le médecin bourreau d'Auschwitz, est bien mort il y a 6 ans au Brésil. C'est maintenant une quasi-certitude. Les experts qui ont examiné le cadavre exhumé il y a 3 semaines à Sao Paulo sont catégoriques. Le signalement correspond. Cela dit, bien des questions restent encore sans réponse pour ceux qui, depuis 40 ans, recherchaient cet homme dans le monde entier. Hélène Rizacher. Ce crâne est celui d'un homme de race blanche, mesurant 1,74 m et âgé de 64 à 74 ans. Mengele avait cette taille et 68 ans, en 1979, date à laquelle il se serait noyé au Brésil. Par ailleurs, 3 molaires du cadavre portent des amalgames en argent, une méthode de plombage utilisée dans les années 30 en Allemagne et que l'on retrouve sur la fiche dentaire de Mengele. Les traces de fractures à l'épaule, au pouce, à la hanche correspondent aux accidents survenus à Mengele. Les experts ont aussi retrouvé des micro-organismes marins dans l'ossature, preuve d'une mort par noyade. Enfin, l'examen photographique montre 24 points de ressemblance entre les clichés du crâne et ceux de Mengele. 12 suffisent pour conclure à l'identité. Ce corps est donc celui de Joseph Mengele, disent les experts. Le procureur du parquet de Francfort, en Allemagne fédérale, a accueilli ses conclusions avec prudence. Il a décidé d'attendre les résultats écrits de l'enquête pour se prononcer. De même, le ministère de la Justice israélien attend communication des résultats de l'autopsie pour que tous les doutes soient levés. Et Simon Wiesenthal, le plus célèbre spécialiste de la chasse aux nazis, s'est rangé à l'avis des experts. Mais même si le parquet allemand ordonne la suspension des poursuites, le dossier Mengele n'est pas clos. En effet, comment expliquer que le bourreau d'Auschwitz ait pu revenir plusieurs fois en RFA en toute impunité et s'installer 4 ans en Bavière? Par quelle filière a-t-il quitté l'Allemagne pour l'Amérique latine? Pourquoi n'a-t-on pas fait d'enquête plus serrée au Brésil, alors que les associations juives du pays avaient signalé l'existence d'un réseau de protection des nazis? Aujourd'hui, 12 grands criminels nazis seraient toujours en liberté dans le monde. On voulait un jugement exemplaire pour Mengele. Il se sera noyé sur une plage brésilienne. À Beyrouth, 9e jour de détention pour les 40 otages américains et aucun signe de progrès dans les négociations qui se poursuivent en coulisses entre les chiites, Washington et Tel Aviv. Un porte-parole d'Amal a dit une nouvelle fois aujourd'hui qu'il attendait un geste des États-Unis en faveur des chiites emprisonnés en Israël. À Washington, dans le même temps, Ronald Reagan a répété qu'il n'était pas question pour les États-Unis de céder à un chantage. Parallèlement à cette affaire, la situation se normalise dans les camps palestiniens qui entourent Beyrouth. Ces camps qui étaient assiégés ces semaines et les dernières semaines par les miliciens chiites. Le camp de Bourj Brajni en particulier a été rouvert aujourd'hui et conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu au début de cette semaine, on en a évacué les armes. Les habitants ont également été ravitaillés en vivres pour la première fois depuis près d'un mois. À Bruxelles, un attentat à la bombe a endommagé ce matin les bureaux de la firme allemande Bayer. Pas de victimes, mais le mouvement qui a revendiqué cette action, qui s'intitule « Les conquérants de la paix », revendique également l'attentat de l'aéroport de Francfort, qui avait fait 3 morts et de nombreux blessés mercredi dernier. Francine Raymond. C'est un mouvement tout à fait inconnu, celui des concurrents de la paix, qui a revendiqué cet attentat de Bruxelles. La bombe a explosé au rez-de-chaussée de l'immeuble abritant la firme ouest-allemande de produits chimiques Bayer. Dans un appel téléphonique à l'agence de presse belga, un correspondant anonyme a expliqué que l'attentat a été dirigé contre le déversement de produits chimiques toxiques par la firme en mer du Nord et pour protester contre la saisie du Sirius, le bateau du mouvement écologiste international Greenpeace. Réaction immédiate de Greenpeace qui condamne sans réserve cet attentat. Quelques heures après, une lettre parvenait au bureau de l'AFP à Paris, signée aussi des conquérants de la paix, revendiquant l'attentat commis à l'aéroport de Francfort la semaine dernière qui lui avait fait 3 morts et 42 blessés. Une revendication assortie d'une menace de nouveaux actes terroristes si l'aéroport et la pollution ne cessaient pas, 2 attentats qui s'expliqueraient par des motivations écologistes. Les policiers ouest-allemands se refusent à prendre cette double revendication
revendications au sérieux, d'autant que depuis mercredi, l'attentat de Francfort a fait l'objet d'une bonne dizaine de revendications. En Allemagne fédérale toujours, le congrès des Verts qui vient de s'ouvrir à Hagen dans la Ruhr sera sans doute moins décontracté que les précédents car le mouvement est en crise. Les Verts ont subi 2 graves échecs cette année dans des élections régionales et ils s'interrogent maintenant très sérieusement sur leur avenir. Gilles Dujonchet. Les Verts ouest-allemands ont-ils amorcé le déclin irrémédiable que prédisaient leurs adversaires? C'est la question que tous les Allemands se posent alors que le mouvement tient congrès à Hagen dans la Ruhr, un congrès qui ne ressemble en rien au grand-messe triomphal qu'il avait tenu par le passé. Les Verts ont en effet de quoi s'interroger sur leur avenir après avoir reçu 2 claques retentissantes aux élections de Sarre en mars et celle de Rhénanie-Westphalie en mai, où ils ne sont pas parvenus, dans les 2 cas, à franchir la barre des 5% de voix nécessaires pour obtenir une représentation dans ces parlements régionaux. Mais il y a plus. Dans les institutions où ils sont représentés, les Verts peuvent-ils continuer éternellement à se soustraire à un minimum de responsabilité? Voulant se distinguer des partis traditionnels, la quasi-totalité de leurs députés au Bundestag ont ainsi décidé, à mi-législature, au mois de mars, de céder leur place à une nouvelle équipe pour ne pas donner prise aux effets corrupteurs du pouvoir. Autre exemple, les élections régionales dans le Hesse, il y a 2 ans, n'avaient pas permis de dégager une nette majorité. Le ministre-président du Land, le social-démocrate Holger Borner, a négocié pendant 15 mois avec les Verts pour pouvoir faire voter au moins son budget. Là, de ces continuelles tractations, il leur a finalement proposé le ministère de l'Environnement et de l'Énergie dans son gouvernement, qui était la condition posée par les Verts. Mais mis au pied du mur, ces derniers maintenant hésitent. Ce problème de la participation au pouvoir en est venu à diviser l'ensemble des écologistes en Allemagne fédérale. D'un côté, les réalistes, qui sont disposés à conclure des alliances parlementaires, si celles-ci peuvent permettre de faire avancer leurs idées, et aussi d'endiguer le reflux actuel du mouvement dans l'opinion. De l'autre, les fondamentalistes, pour qui des accords avec des partis établis feraient perdre au mouvement son essence même, et en particulier sa capacité à rassembler d'innombrables initiatives locales et des groupes de bénévoles entièrement dévoués à leur cause. À Hagen, ce sont les délégués des différentes fédérations qui trancheront. Mais conscients qu'il ne suffit plus d'avoir des idées pour rester sur la scène, les Verts ne pourront en tout cas pas éluder cette question, être le parti d'une génération ou bien une force politique durable. En France, on continue de s'interroger sur la façon de réduire la surpopulation des prisons, qui récemment encore a provoqué des mouvements d'émeute. En attendant la réforme pénitentiaire que prépare le garde des Sceaux, le syndicat de la magistrature organisait aujourd'hui un forum de réflexion auquel participait, entre autres, le comédien Denis Manuel, qui connaît bien la question, puisqu'il rend visite aux prisonniers depuis de nombreuses années. Le reportage de Chantal Bretz. Est-ce qu'on peut dire les portes des cellules qui retentissent la nuit sous les coups furieux d'un détenu affolé qui n'en peut plus? Est-ce qu'on peut dire les pendaisons? Est-ce qu'on peut dire les dimanches et les jours de fête, pas de courrier, pas d'avocat, pas de parloir, rien? Est-ce qu'on peut dire les matons, la haine et la sympathie? Est-ce qu'on peut dire chef, ça va pas en ce moment, je deviens fou? Cette évocation de l'univers carcéral, c'était la note humanitaire d'un forum destiné à faire le point sur les différentes solutions capables de répondre à la situation que l'on connaît actuellement dans les prisons françaises. Situation d'urgence selon les magistrats et les représentants de l'administration pénitentiaire réunis aujourd'hui à l'initiative du syndicat de la magistrature. Elle fait toute petite, elle fait même pas 10 mètres carrés. On est tous serrés. Un constat, la surpopulation carcérale. Elle n'explique pas tout, mais elle porte à son paroxysme le malaise inhérent à toute privation de liberté, mettant en danger non seulement les prisonniers eux-mêmes, mais leurs surveillants. Exemple récent, la vague de suicides et l'explosion de révolte, voici un peu plus d'1 mois dans les prisons françaises. Des solutions, elles sont appliquées dans un certain nombre de pays voisins comme les Pays-Bas. Les peines de prison de 1 à 3 mois y sont presque systématiquement remplacées par des travaux d'utilité publique, une solution qui existe en France également, mais qui est encore trop rarement utilisée par les magistrats. De plus, il existe en Hollande un système dit de numerus clausus, qui concerne l'ensemble des détenus effectuant de courtes peines. Lorsque les prisons sont pleines, à raison d'un seul détenu par cellule, on se refuse ici à les surcharger. Et il existe des listes d'attente de condamnés qui sont placés sous contrôle judiciaire jusqu'à ce qu'une place se libère. Le Québec et 11 États américains ont adopté avec des variantes ce même principe,
Un exemple que le syndicat de la magistrature tenait à souligner à la veille de la réforme pénitentiaire française. Les allocations familiales vont augmenter à partir du 1er juillet, une hausse traditionnelle en cette saison. Cette année, elle sera en moyenne de 2,5% selon les prestations. Après « Touche pas à mon pote », on a entendu un nouveau slogan aujourd'hui dans les rues de Paris. « Touche pas à mes mœurs ». 3 à 4 000 homosexuels, hommes et femmes, ont défilé tout à l'heure à la Bastille. Ils célébraient la semaine de la fierté des gays, qui commémore chaque année la première révolte homosexuelle aux États-Unis en 68. Émilie Rafoul. Anne déposé là-dedans, il n'y a aucune femme, à part moi. C'est un peu triste parce qu'il ne bouge pas, il n'y a que moi qui fais la Java. Heureusement, non, il n'était pas le seul. Ils sont venus à 4000 pour défendre l'idée que si tu es ma copine, tu es mon pote. Pote étant d'un genre neutre, pas la peine d'aller chercher des messieurs ou des dames. L'important était d'être là, même si certains se demandaient sur quelle planète ils avaient bien pu tomber. Le cocktail, un zeste de provocation sur fond de revendication. Chacun était tout de même venu pour défendre sa différence. On voudrait une maison de retraite pour les gays, pour que les gays et les lesbiennes soient entre eux. Parfois on ne leur fait pas sentir leur différence et parfois on leur fait sentir cruellement. Tolérance, la manifestation gay a donc rejoint le grand mouvement de ces dernières semaines. Touche pas à mon pote hérite d'un nouveau copain, touche pas à mes mœurs, dans la fête, bien sûr. Sport automobile, les derniers essais du Grand Prix de Formule 1 de Détroit ont été perturbés par la pluie aujourd'hui, mais la grille de départ pour demain est bien celle qu'on prévoyait. En première ligne, le Brésilien Ayrton Senna et le Britannique Mansell. En deuxième ligne, l'Italien Alboreto et le Français Alain Prost. Prost qui devra s'accrocher car il souffre d'une blessure au poignet à la suite d'un accident survenu hier. Dominique Champeau. Détroit, c'est le dernier maillon entre la Formule 1 et l'Amérique. Et pour des raisons commerciales évidentes, tout le monde a intérêt à être là, tout le monde, sauf les pilotes. Mais le business reste le business, même si le circuit du Michigan a tout pour leur déplaire. C'est en fait un véritable gymkhana de virages et d'épingles sur des routes bosselées, truffées de plaques d'égout, le tout cerné par des murets de béton. Peu de lignes droites, des virages à angle aigu, des pièges partout. Bref, pour les moteurs, les pneus, les freins et les pilotes, ce n'est vraiment pas l'Amérique. D'ailleurs, l'an passé, 5 voitures seulement avaient réussi à aller au bout. Demain, la proportion d'abandon sera sans doute à peu près la même. Et si aujourd'hui, ce sont les plus casse-cou qui ont les honneurs de la grille, ce sont sans doute les plus raisonnables qui, dimanche, auront les honneurs du podium. S'il vous arrive de temps à autre de vendre la rue de la Paix pour acheter les Champs-Élysées, aucun doute, vous faites partie des millions d'amateurs de Monopoly. En France, 1 ménage sur 2 possède ce jeu. C'est un Américain, Charles Darrow, qui l'a inventé il y a 50 ans tout juste. Le jeu a été traduit en 19 langues et à l'occasion de ce cinquantenaire, un championnat de France de Monopoly vient de se disputer à Paris. Daniel Durandet. Pour gagner cette année le championnat de France de Monopoly, il fallait jouer Matignon, Malesherbes et Henri Martin d'une part, La Villette, Neuilly et Paradis d'autre part. Le Monopoly est en fait un phénomène dans le monde du jeu. 3 générations, dont plus de 250 millions d'Américains y ont joué. Et Parker Brothers, l'éditeur, est sans nul doute devenu le plus grand promoteur immobilier du monde, avec plus de 2,5 milliards de maisons construites en 50 ans. Le vainqueur de la grande finale française s'appelle Marc Fernandez, il a 27 ans, sélectionné en Aquitaine, comble de l'ironie, il est chômeur. Les deux sont sortis comme il le fallait au moment où il le fallait. J'ai payé moins que les autres et j'ai gagné, et les autres m'ont payé un peu plus. Et là vous êtes riche ce soir? En billets de Monopoly, oui, ça va. Hein, ça serait bien d'avoir tout ça. C'est à Creutzwald, en Lorraine, que sont construits des jeux pour toute l'Europe. Les Français en consomment à eux seuls près d'1 million d'exemplaires par an. La maison mère américaine imprimant quant à elle plus de billets que le trésor des États-Unis. Le Monopoly, c'est le monde des records insolites. La plus longue partie, 59 jours. Jouer sous l'eau, 45 jours. Dans un ascenseur en mouvement, 16 jours. À l'arrière d'une voiture de pompier, 101 heures. Et dans une baignoire, 99 heures. Le Monopoly, c'est aussi un monde d'histoire extraordinaire. La municipalité de la ville d'Atlanta a par exemple perdu un procès et a dû redébaptiser un nom de rue, car elle ne correspondait plus à celui figurant sur le Monopoly de la ville.
détenu d'une prison de Nashville qui avait avalé les maisons et les hôtels du jeu, a pu lire, sur l'ordonnance du médecin, allez directement en prison, ne touchez pas 20 000 francs. Nouvel épisode de l'épopée Monopoly, en septembre, c'est Marc Fernandez qui, pour la France, partira de la case départ de ce championnat du monde d'Atlantic City. On n'est pas obligé d'aimer la lecture pour aimer les livres. On peut s'intéresser davantage à leur aspect qu'à leur contenu. Plus de 30 000 volumes rares et précieux sont exposés en ce moment à Paris, à la Conciergerie, où se tient la 2e foire internationale du livre ancien. Ancien est bien le mot, puisque certains de ces livres datent de Gutenberg. Hubert Coudurier. Le livre imprimé, au début, véhicule exactement les mêmes idées que le livre manuscrit, c'est-à-dire il est essentiellement un livre théologique ou juridique. Avec la Renaissance italienne, apparaît à la fois une nouvelle esthétique et apparaît également un nouveau contenu de livre, un contenu scientifique, géométrique, philosophique, des livres documentaires et surtout le livre change aussi dans son expression typographique. Il apparaît le caractère romain et contrairement à ce qu'on croit, le caractère le mieux lu encore jusqu'au XVIe siècle en France était le caractère gothique. Les collectionneurs frisent l'overdose. Il y a de tout dans cette foire, des missels en ivoire de 1860 aux fameux incunables du milieu du XVe. Relié en peau de truie, celui-ci vaut 13 millions de francs. Plus abordable, les livres de colportage, faits divers sanglants, almanachs, contes populaires. Voilà les ancêtres de la presse populaire et des romans de gare. À un autre rayon, les livres pour enfants s'appellent minuscules, car cette bibliothèque rose se feuillette à la loupe. Ces planches de Goya datent de 1855. Ces burins de Picasso illustrent un siècle plus tard 6 contes de Maurice Tosca. Il y a aussi cette première édition du roman de Céline et ce livre d'une actualité que Louise Michel n'avait pas prévue sur les Kanaks. Reste ce livre sur métal d'un futuriste italien. Intitulé Les mots en liberté, il s'adresse exclusivement au lecteur New Look. Les rapports du tiercé qui se disputaient aujourd'hui à Saint-Cloud, la combinaison gagnante As, 8 et 10, elle rapporte dans l'ordre pour 5 francs 5025 francs et dans un ordre différent 1005 francs. Pour 5 francs aussi bien sûr. Les pronostics de M. Courtine pour le tiercé demain qui se dispute à Auteuil. Sur 17 partants, il a choisi le 13, le 7 qui est son joker, le 8, le 14, l'As, le 6 et le 3. Et puis la combinaison du loto dont le tirage avait lieu tout à l'heure, 5, 17, 25, 41, 43, 46, numéro complémentaire, le 33. Le temps pour demain, la pluie va se calmer le matin sur la moitié est du pays, mais cette accalmie sera de courte durée. Un nouveau passage pluvieux va arriver par l'ouest et il s'étendra rapidement sur toute la France, épargnant seulement la Provence et la Corse. Les températures seront sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire toujours inférieures de 4 degrés à peu près aux normales saisonnières. Demain soir, nous avons rendez-vous comme tous les dimanches à 22h05. Pour le moment, la soirée se poursuit avec Dynastie d'abord et ensuite La vie de château. Et avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Excellente fin de soirée sur la 3 et à demain. C'est presque une certitude, le cadavre de Sao Paulo est bien celui de Joseph Mengele, le bourreau d'Auschwitz. Un mystérieux groupe conquérant de la paix revendique un attentat à Bruxelles et celui contre l'aéroport de Francfort. Formule 1, demain, Ayrton Senna en première ligne du Grand Prix de Détroit, le Français Prost en deuxième ligne.